Imal West a fait une sortie où elle disait que son spa lui rapportait 1 million de francs CFA par jour. Tous les jours, je ne pense pas. Parce qu'il y a des jours où ça ne marche pas. Pendant le mois de Ramadan, c'est plat. Tu ne peux pas avoir 1 million tous les jours. Mais ça peut arriver. C'est que la plupart des jeunes femmes, influenceuses ou non, qui ouvrent des instituts, généralement, il y a des bailleurs de fonds derrière. Ça fait quoi 8 ans exactement. D'accord. Juste après les études, j'ai voulu faire ça depuis toute petite. Donc, je ne me suis pas donné le choix que de faire ça et de réussir dedans. La peau, c'est important. Il faut être belle, mais pas à n'importe quel prix. Bonjour à tous et bienvenue dans Glam and Grit, votre podcast préféré. Ici, on parle de mode, beauté, lifestyle, mais également de business. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement au secteur de la beauté avec ses nombreux instituts, spas, salons de beauté en tout genre qui ne cessent d'ouvrir et de fermer en Côte d'Ivoire, qui en fait donc un secteur en plein essor. Et pour discuter de tout cela, parce que ce n'est pas sans son lot de problématiques et de polémiques, nous allons recevoir une jeune femme brillante et dynamique qui a su se faire une place dorée dans ce secteur-là. Elle va nous partager rapidement son parcours, mais également son point de vue et son expérience dans ce domaine sur ces différents sujets. Alors, si tout cela vous intéresse, restez avec nous. Alors, bonjour. Donc, Charlène. Bonjour. Charlène, faut savoir que elle a un institut. Donc, je vais la laisser se présenter tout de suite. Mais comme vous aurez compris à travers l'introduction, donc c'est une jeune femme qui a un institut donc de beauté, ou peut-être même deux, il me semble, avec un salon de coiffure, quelque chose comme ça. Et je suis une de ses clientes en fait. Donc, j'ai voulu la recevoir aujourd'hui parce que pour moi, c'était important de mettre en lumière des personnes dont je connais le travail, pas juste n'importe quelle personne sur la place, mais quelqu'un dont je connais le travail. Je suis une de ses clientes depuis un petit nombre d'années maintenant. Et donc, je vais vous laisser découvrir par ses propres mots. Charlène va se présenter et vous dire qui elle est et pourquoi un peu nous sommes là aujourd'hui. Bonjour Nancy, et merci d'être une cliente fidèle déjà. Je t'en prie, c'est normal. Alors, moi, je suis Charlène Oupo, esthéticienne, tu l'as déjà dit. On m'a forcé de dire que je suis bêtée, donc je l'ai dit. C'est important. Très important. C'est important, il faut le dire. Je suis bêtée, je me suis lancée dans l'esthétique, ça fait quoi 8 ans exactement. D'accord. Juste après les études, j'ai voulu faire ça depuis toute petite. Donc, je ne me suis pas donné le choix que de faire ça et de réussir dedans. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait mon bonhomme de chemin et aujourd'hui, voilà, je suis là où je suis. D'accord. Et moi, je sais que tu as commencé, en tout cas en tant que maquilleuse, il y a quelques années de cela maintenant. Donc, à quel moment tu t'es dit que tu voulais professionnaliser la chose? Parce que quand on est maquilleuse, au départ, on part un peu de cliente en cliente pour maquiller les gens. J'imagine que ce n'est pas les mêmes revenus qu'en ce moment. Donc, à quel moment tu as décidé déjà de te lancer et d'ouvrir un institut? Alors, c'était un projet depuis tous les jours. Quand vous me voyez sur Internet en tant que maquilleuse, j'étais à l'école d'esthétique. D'accord. Donc, j'étais déjà à l'école. Je crois que je lance Baonan en 2e année de l'école d'esthétique. Je commence par maquiller parce qu'il faut avoir les moyens d'ouvrir un institut. Donc, je me dis, on commence par le plus facile. Tu maquilles, tu économises et tu te fais un nom. Parce qu'à l'époque, le maquillage, c'était vraiment partout. On voulait voir que des maquilleuses. 50% des clientes que j'ai aujourd'hui, c'est des clientes que j'avais quand j'étais maquilleuse. Donc, je me suis dit, c'est un bon moyen de me faire un nom. Et puis après, je me lance en tant qu'esthéticienne. Donc, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire jusqu'à 2020 où j'ai ouvert l'institut. Donc, Baonan. Déjà, Baonan, c'est un nom embêté, c'est ça? Ça veut dire? Jolie femme. Jolie femme, d'accord. Donc, c'est bien d'avoir choisi un nom qui te ressemble, qui parle de ton héritage. Et bon, moi, personnellement, j'ai déjà été maquillée par des personnes. Je sais que les tarifs sont souvent quand même abordables parce qu'il y a une concurrence quand même rage sur le marché. Effectivement. Et moi, ça m'emmène déjà à la deuxième chose. Bon, d'accord, tu lances Baonan. Mais comment tu lances Baonan? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui, le but est de déconstruire en fait tous les préjugés que les gens peuvent avoir sur ce secteur, d'en parler librement, ouvertement, avec authenticité.
Et très souvent, ce qu'on entend dire, c'est que la plupart des jeunes femmes, influenceuses ou non, qui ouvrent des instituts, généralement, il y a des bailleurs de fonds derrière. Malheureusement ou heureusement, ce n'est pas mon cas. J'aurais bien voulu. Honnêtement, j'aurais bien voulu. Et là, je veux bien même encore avoir une main qui quitte de nulle part, qui me donne de l'argent. Mais ce n'est pas le cas. D'accord. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai dû maquiller, économiser. C'était pas fait d'un coup. Pour les personnes qui sont abonnées à moi, ils savent que ce n'est pas fait d'un coup. Je suis passée de l'étape de maquilleuse et il y a eu le Covid. Oui. Pendant le Covid, je ne pouvais pas maquiller. Et tout le monde me disait, mais tu es esthéticienne à la base, essaie de faire l'esthétique et tout. Et ça m'embêtait. Je me suis dit, bon, Charlène, qu'est-ce que tu fais? Je cherche une nouvelle formation, donc la formation des sourcils. D'accord. Je m'inscris, je finis ma formation. En Côte d'Ivoire ici? Oui, je fais la formation ici, avec une dame qui venait de France. D'accord. Donc, je m'inscris, je finis la formation. Et à l'époque, j'avais un autre business qui était Gifties. Donc, pour Gifties, on avait des locaux. Mais après, Gifties, ça ne bougeait plus bien, justement à cause du Covid. Donc là, je me dis, bon, prends le local de Gifties, aménage-le comme tu peux, et puis essaye de débuter bas ou non. D'accord. Et c'est le même local qui est utilisé? Non, aujourd'hui, on a changé. Ok, un vieux local. C'est là où il y a le salon de coiffure actuellement. Donc, là où il y a le salon de coiffure. Donc, déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que Charlène, elle a un salon de coiffure. Il est toujours ouvert à la Palmeraie, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, donc à la Riviera Palmeraie, un salon de coiffure et donc un institut de beauté qui est situé Riviera Bonne, non loin du rond-point Ado. Voilà. Et donc là, c'est un institut de beauté où vous avez plusieurs prestations. Comme je l'ai dit en intro, moi, je fais mes sourcils là-bas. Personnellement, je suis satisfaite, j'ai pas de problème et tout. Donc, il y a plusieurs prestations. Donc, les soins du corps. Le visage, beauté du regard et quelques prestations qu'on a arrêtées récemment. D'accord, on aura le temps d'en parler. Mais également aussi les ongles. Donc, en fait, je ne sais pas si ça s'est arrêté, mais il me semble non, là, il n'y a plus d'onglerie. Il n'y a plus d'onglerie, d'accord. Mais en tout cas, tout ce qui est entretien de la femme, ça, c'est ton domaine. Truc. Oui. Donc, voilà. Alors, moi, déjà, comme tu le dis, donc tu commences comme ça toute seule. Quand tu décides de lancer Baonon, est-ce que financièrement, tu définis un budget est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable, tu as les chiffres avec toi, si on te pose la question, combien est-ce que tu as investi pour démarrer Baonon? Est-ce que tu es capable de donner ces chiffres aujourd'hui? Ça peut être un peu difficile parce que comme je t'ai dit, j'ai investi au fur et à mesure. Donc après, pour les gros investissements, tu sais que tu as dépensé par exemple 7 millions, 8 millions, mais c'est pas tout ton investissement parce que tu as commencé depuis longtemps en fait. Et est-ce que tout ça c'est retracé, c'est suivi? Maintenant, oui. Au départ, ça ne l'était pas. Non. Maintenant, il y a une vraie comptabilité qui est faite et tout ça. Parce qu'il faut dire que c'est un peu, on va dire, les petits inconvénients qu'on peut rencontrer dans ce secteur qui, parfois, au départ, est assez informel. Donc, on commence, on mélange la poche personnelle et la caisse de l'entreprise. Donc, tout est un peu... C'était le cas pour toi aussi? Donc, on fait des sorties d'argent de sa propre poche, on met dans l'entreprise, on prend de l'entreprise. Et finalement, tu penses que l'argent de l'entreprise est à toi. Tu ne sais pas qu'il faut économiser l'argent de l'entreprise. Et franchement, c'est du n'importe quoi. Mais là, ça va. Depuis quelques années, c'est bien. Depuis quelques années, tout va bien. Ouais. Donc, il y a un suivi. Aujourd'hui, tu te considères comme une entreprise à part entière ou juste un salon un institut de beauté? Comme une entreprise. Comme une entreprise. Grosse ambitieuse. Très bien, c'est parfait. Alors, puisqu'aujourd'hui, tu es une entreprise, moi, j'aimerais, dans un premier temps, qu'on parle de toi, Charlène, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur. C'est quoi une journée typique pour toi en tant qu'entrepreneur? Parce que, comme je dis, on est là pour déconstruire. Moi, de ce que les préjugés me disent, c'est que les jeunes femmes qui ont des instituts, qui sont entrepreneurs, bon, elle a un salon de beauté, elle a son magasin, elle part là-bas à 9h, elle se lève à 8h, elle arrive souvent même à 10h. Ses copines viennent, elles papotent un peu, elles crient un peu sur les employés. Bon, après, elle part se balader. Donc, voilà, on ne voit que le beau côté, la belle vie sur les réseaux. On se filme, on snap en train d'aller au restaurant. Mais on ne voit jamais l'envers du décor. Aux États-Unis, par exemple, c'est très présent. Où elles te font tout un vlogging carrément de leur parcours, leur routine d'entrepreneur. Mais ici, en Côte d'Ivoire,
On ne voit que les snaps dans les restaurants, que les marques de luxe. C'est quoi, toi, une journée typique en tant qu'entrepreneur? C'est une journée pleine de stress. Donc tu te réveilles hyper stressé, il faut répondre aux messages. D'accord. Ça, c'est mon quotidien. Le matin, je réponds à tous mes messages. Donc, sur toutes les pages TikTok, Instagram et tout, faut pouvoir suivre ça tout au long de la journée parce que je veux pas que quelqu'un réponde aux messages. Je tiens à parler moi-même avec mes clientes. D'accord. Quand tu finis ça, faut courir au boulot. Il y a toujours une cliente qui t'attend, qui est impatiente. En général, je prends 3 clientes le jour. Après, je prends le temps de superviser ce que les filles font. Faut courir, aller voir les fournisseurs. Faut parler avec des fournisseurs. Et puis, quand tu rentres, tu es fatiguée. Là, je t'ai crevé. Pour venir ici, j'ai lutté pour me lever. Voilà. Pour les clientes impatientes, ça, je peux témoigner parce que le jour où je devais faire mes sourcils, mon rendez-vous a été décalé d'une heure. Et on m'a dit non, madame est en train de faire des courses et tout pour le spa, pour les soins du corps et tout ça, désolée et tout. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que peut-être toi, ton niveau, ça fait un peu trop, qu'il te faut quelqu'un? Il faut apprendre peut-être. C'est peut-être aussi ça le problème dans les instituts, comme on ne les conçoit pas comme de vraies start-up. Donc, on a tendance à vouloir porter toutes les casquettes et au final, ça peut... Au final, ça épuise. Ça épuise. Et puis, si on a une bonne cliente qui n'est pas très patiente, au final, le client est roi. On peut perdre quelqu'un comme ça. Oui, donc, qu'est-ce que, en termes de gestion, déjà, tu as tes équipes. Donc, une fois de plus, moi, je le sais parce qu'il y a des jeunes filles qui sont là-bas, qui font les soins et tout, les épilations et tout ça. Mais tu travailles avec combien de personnes? Combien de personnes tu embauches en ce moment? Avec 5 personnes en ce moment. Donc, que des filles qui pratiquent l'esthétique. Mais pas d'assistante ou ce genre de choses? Ou non, j'ai pas d'assistante. Donc, tu fais tout toi-même? Oui. Et ça, c'est pas quelque chose que tu envisagerais, histoire d'avoir une meilleure gestion? Oui, mais pas maintenant. D'accord. Pour la comptabilité, comment ça se passe? On travaille avec un comptable. C'est pas moi qui fais la comptabilité. D'accord. Donc, tout est bien géré. Tout ce qui est finance... Tout ce qui est finance, c'est pas moi. C'est-à-dire que tu le fais vraiment de façon sérieuse, comme une vraie entreprise, en tout cas une start-up, et pas juste un salon de beauté. Non. D'accord. C'est parfait. Donc, tu nous dis que voilà, ta journée assez stressante, tu cours à gauche, à droite et tout ça. Et moi, je veux qu'on parle un peu, argent. Donc, est-ce que aujourd'hui, les revenus que tu as avec ce spa-là te permettent de vivre aisément, convenablement? Oui. C'est-à-dire que... Je peux vivre, je peux payer ma maison, je paye mes factures, je mange à ma faim. Donc, ça va pour l'instant, je dirais. D'accord. Alors, il y a de cela 2 ans, il y a eu une grosse polémique sur la toile où Emma Loès a fait une sortie où elle disait que son spa lui rapportait 1 million de francs CFA par jour. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas Emma Loès devant moi. Peut-être que par la grâce de Dieu, un matin, un jour, j'aurai Emma Loès et on pourra discuter aussi parce qu'en tant qu'entrepreneur, elle a un long parcours. Mais c'est vrai que ça avait choqué tout le monde. Les gens trouvaient que c'était... Y compris moi. Ah, d'accord. Bon. Ma question, justement, c'était de dire, justement, puisqu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un en face de moi qui est aussi dans ce domaine-là, après, peut-être qu'il n'y a pas toute la notoriété d'Emma Loès derrière pour drainer les clients, quoique souvent, ce n'est pas forcément représentatif de la réalité en termes de clients, mais de demander, est-ce que, pour toi, c'est des chiffres qui te semblent possibles dans ce domaine-là? Ou c'est pas impossible. Ça dépend du service que vous vendez. D'accord. Si on a affaire à quelqu'un qui vend des mèches, par exemple, elle peut facilement atteindre les 1 million, voire les 2 millions par jour. Mais on parle de chiffre d'affaires, ce n'est pas son bénéfice. Ça peut être choquant si la personne te dit, aujourd'hui, j'ai eu 2 millions, par exemple. Ça peut être très choquant, mais c'est son chiffre d'affaires. Dans les 2 millions, peut-être qu'elle aura 100 000 de bénéfices ou 200 000 de bénéfices. D'accord. En clair, elle a eu 200 000 pour elle-même. D'accord. Mais ça peut arriver. C'est pas faux. Mais donc, en termes de... Donc là, tu parles de bénéfices. Mais c'est vrai qu'elle, quand elle a dit son spa lui rapportait 1 million par jour, elle n'a pas précisé si elle parlait de bénéfices ou de chiffre d'affaires. En matière de chiffre d'affaires, oui, ça peut arriver. Elle a un grand spa. Elle fait l'onglerie, elle fait la coiffure, elle a la vente de mèches, elle a les soins du corps. Si ça marche ce jour-là, Dieu merci, tous les jours, je ne pense pas. Parce qu'il y a des jours où ça ne marche pas. Pendant le mois de Ramadan, c'est plat. Tu ne peux pas avoir 1 million tous les jours. Mais ça peut arriver.
Ça peut arriver. C'est mais déjà arrivé à l'Institut. Donc, D'accord. ça peut arriver, mais pas tout le temps. Mais pas tout. Donc, au final, c'est pas complètement faux ce qu'elle dit. C'est-à-dire que ça a choqué les gens, mais c'est juste que les gens ont vraiment une méconnaissance du domaine, de ce que ça peut rapporter, de ce que c'est. Parce que, et justement, moi, on va y arriver là tout de suite, mais les gens n'ont pas conscience en griffe de l'argent qu'il y a à se faire dans ce domaine-là. Oui. Parce que moi, c'est vrai que aussi, moi, ça m'avait pas trop choqué quand elle a fait cette sortie, parce que je sais, par exemple, que moi, pour cette prestation, d'aller dans les pour ceux qui ne savent pas, les comment on appelle ça, microblading, la micropigmentation, c'est des prestations qui coûtent en moyenne 100 000 francs. Donc, imagine, tu ne serait-ce que 3 clients dans la journée, tu es déjà à 300 000 francs. Et ça, c'est sans compter tous les soins. Moi, je sais que j'ai visité plusieurs spas. J'ai même été au spa de Série Dorcas pour faire un soin de visage. J'ai payé 80 000 francs la prestation. Voilà. Donc, si elle a 10 clientes ce jour-là, ce qui n'est pas évident, elle va facilement aux 800 000. Sachant qu'il y a les mèches, il y a les ongles. Il y a les ongles, tout ça. Enfin, mais toutefois, ce n'est pas tous les jours. Ça peut arriver une fois tous les 6 mois. Mais pour Emma Loès, c'est peut-être assez fréquent, qui sait, avec tout ce qu'elle propose. Je sais pas. Donc, bon, voilà, au moins... Mais on va dire déjà que, ne soyez pas choqués, voilà, pour ceux qui ne savent pas, l'entretien de la femme, ça demande beaucoup d'argent. Donc, messieurs, quand vos chéris vous demandent de l'argent, qu'elles vous demandent des montants genre 300 000, ne criez pas, c'est la vérité. S'il vous plaît, investissez. C'est la vérité. Et encore là, on est dans des prix raisonnables, parce que je sais qu'il y a des instituts en zone 4, ça peut très vite aller tu peux te retrouver aux soins, rien que le soin du visage, 200, 250, ça... Voilà, c'est vraiment des chiffres faramineux. Et comme je disais, moi, je ne suis pas choquée, parce qu'en termes de chiffres, on va justement en parler. Et il faut savoir que l'Afrique représente un très gros marché dans le domaine de la cosmétique. C'est-à-dire que juste quand on parle pas de beauté, c'est-à-dire on ne met même pas le maquillage dedans, mais juste en termes de cosmétique, en 2024, c'était 5,29 milliards de dollars que l'Afrique représente. Et les pays vraiment qui sont en tête de ces marchés-là, c'est dans l'Afrique subsaharienne, c'est la Côte d'Ivoire en premier lieu, le Sénégal et le Cameroun. Donc, vraiment, c'est un milieu c'est un secteur qui draine beaucoup d'argent. Et les gens n'ont pas conscience, en fait, de cela. Donc, il est complètement en plein essor. Malheureusement, quand on regarde ces chiffres et on regarde les entreprises qui sont à la tête, donc qui sont dans le top en termes de chiffre d'affaires, donc de revenus, on a des entreprises, par exemple, comme la fameuse entreprise Procter & Gamble. Je ne sais pas si beaucoup connaissent. Il y a Shiseido, donc des marques qui ne sont pas forcément africaines. Donc, toi, c'est quoi ton regard quand tu penses que les femmes noires dépensent autant d'argent dans les soins et que finalement, ces revenus-là ne servent pas la communauté? C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup, mais dans de la cosmétique étrangère. Parce que je veux aussi qu'on on va arriver à parler de ce domaine-là, donc de tout ce qui est cosmétique. Donc les jeunes femmes aujourd'hui qui sont chez elles à la maison, qui fabriquent des savons, On va parler de ce genre de controverse, parce qu'on est là pour ça. Oui. Le but, c'est de parler ouvertement de tous ces sujets dont on fait des commentaires et de façon hypocrite dans nos salons. On va en parler ouvertement, librement. Donc toi, quand tu vois ça, qu'il y a autant d'argent drainé qui sort de la poche des femmes africaines et finalement qui ne rentre pas, qui ne retombe pas dans la poche des Africains, toi, quel sentiment ça t'inspire en fait? Ça fait... Au début, ça faisait mal. Mais maintenant, heureusement, que les jeunes femmes africaines commencent à comprendre. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis maquillée. Et tout le maquillage que j'ai est africain. C'est des maquillages qui viennent du Nigeria. D'accord. Et ça fait 3-4 ans que je n'utilise plus de maquillage européen. Plus du tout. Là, je me sens honteuse. Parce que moi, j'ai du L'Oréal et tout ça. Non, moi, j'ai du Ziquel, j'ai du Zara. L'Oréal, c'est l'entreprise numéro 1 en termes de revenus. Justement. Dans ces 5 milliards, là. Et si nous, on n'achète pas ce qu'on vend, on ne va jamais évoluer. Donc, moi, j'ai commencé à acheter africain. Ce que je porte, c'est africain. Bon, on dira, je cache ma montre. Oui, on ne peut pas... Encore.
mettre tout africain, mais Parce c'est que l'intention qui compte. Donc, il faut faire des petits efforts au quotidien. pour consommer africain, surtout dans le milieu de la beauté. C'est vrai que c'est Surtout. difficile, mais est-ce que aussi c'est pas dû peut-être Il y a le manque de communication. et de professionnalisme? Peut-être qu'on a de peur. professionnalisme, beaucoup. Mais heureusement que grâce à je ne sais pas trop prononcer ça, l'AIRPCI, ils commencent à avoir du professionnalisme. D'accord. Ils prennent le temps de tester les produits pour pouvoir les mettre sur le marché, pour être sûr que c'est en norme. Et par derrière, les personnes qu'on appelle les chimistes sont obligées de se certifier, donc, de faire des les formations. chimistes, ce sont les filles qui font des mélanges, des concoctions dans leur elles-mêmes, salon. Avec leurs propres recettes et tout. Elles sont obligées de s'adapter aux nouvelles normes. Je pense que ça va nous conduire vers quelque chose de fantastique. D'accord. Donc ça, c'est bien. J'aimerais qu'on regarde ça. On va y revenir tout de suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le rappeler si jamais on l'oublie, parce que c'est important, il faut en parler. Parlons justement des chimistes. Donc de tout ce qui est pratique, un peu sectaire, un peu insolite dans le domaine de la beauté. Parce que c'est ce qui fait polémique. Il y a beaucoup de pratiques. Donc, toi qui as un institut, par exemple, on a eu les injections pour soit de claircir. D'abord, ça commençait avec les savons. Donc, au départ, on avait les... Je veux qu'on parle de ton domaine et puis aller vers la généralité, pour histoire de qu'on soit bien organisé. Donc, toutes ces pratiques, comme les injections intraveineuses ou autres, pour éclaircir la peau, on dit souvent c'est pour clarifier le teint. Il y a d'autres pour perdre de la graisse, etc. Récemment, ça fait polémique parce que c'est des pratiques qui sont jugées dangereuses parce qu'il n'y a pas de suivi médical. C'est pas forcément des instituts ne sont pas forcément habilités à faire ce genre de prestations. Toi, je sais qu'à un moment, tu le proposais en collaboration avec un cabinet médical, mais tu m'as fait comprendre en off que c'est des prestations que tu ne fais plus. Qu'est-ce qui a entraîné cela? Alors, déjà, il y a le ministère de la Santé qui est très regardant. Et puis, il faut dire que quand tu commences ces prestations, c'est parce que les clientes te demandent « Ah, pourquoi tu ne fais pas ça? Ah, pourquoi tu ne fais pas ça ?» Et tu cherches à te former. Moi, c'est toujours la formation. Donc, quand tu pars te former, on ne te dit pas clairement « Tu es esthéticienne, tu ne peux pas le faire. » D'accord. Donc, on t'apprend, comme tout le monde. Quand tu viens, tu exerces et tu vois que ça a des résultats. Donc, finalement, les clientes sont contentes, tu as des clientes encore et encore. Mais quand l'État te rappelle à l'ordre, tu es obligé d'arrêter. Je suis obligée d'arrêter et puis essayer de peut-être faire une formation d'infirmière, un truc dans le genre pour pouvoir réexercer. Et c'est la démarche dans laquelle je suis en ce moment. Mais lorsque tu travailles en collaboration avec un cabinet médical, est-ce que ce n'est pas une option qui pourrait être c'est très intéressant. légalisée? Normalement, c'est très intéressant. Pourquoi? Les soins disons, les injections et tout, ce n'est pas des soins que je faisais moi-même. Oui. Donc, c'est mon visage, c'est moi qui fais la publicité, mais par derrière, c'est des infirmiers qui faisaient les soins. Mais vu que je suis le garant du soin, il faut que moi-même, je fasse partie du corps. Ça rend ça beaucoup plus safe. Je vois. Donc, en gros, tu es rentré dans l'ordre, tu as respecté. Une fois que la loi... Donc, au final, comme tu l'as dit, quand toi, tu fais la formation, à ce moment-là, tu ne sais pas que tu n'as pas le droit de le faire. Donc, peut-être aussi qu'il y a un manque de communication sur ce genre de... Il y a un manque de sensibilisation, je dirais, sur ce genre de pratique. Et c'est bien, finalement, que l'État essaie de recadrer. En plus, dernièrement, ils ont fait fermer 4 instituts, il me semble, donc qui faisaient ce genre de pratique. Et moi, c'est vrai que, personnellement, je ne vais pas rentrer forcément donner un avis sur tout. Moi, je prends la santé très au sérieux, parce que j'ai toujours eu une santé fragile. Et puis, pour moi, la vie n'a pas de prix. Aujourd'hui, je n'ai plus ma maman, ça fait 2 ans. Donc, ce n'est pas forcément lié à des problèmes d'injection ou quoi. Mais je veux dire que quand on perd quelqu'un, on considère encore plus la vie. On est un peu plus nerveux même quand il s'agit de certaines choses qui portent atteinte à la santé des gens qui nous entourent, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. On se dit ça peut être une sœur, une amie, une petite cousine, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de pratiques. Moi, je veux qu'on aborde justement le sujet de la peau.
Les femmes, on veut toujours être plus belles. Peu importe le prix. On a cet adage qui dit qu'il faut souffrir pour être belle. Souffrir pour être belle, ça ne veut pas dire qu'il faut mourir non plus. Parce que si on meurt, on est plus belle du coup. Malheureusement, on rentre dans beaucoup de travers, notamment l'éclaircissement de la peau. Moi, j'aimerais qu'on en parle. D'accord. Aujourd'hui, on veut que le secteur de la beauté en Côte d'Ivoire ait vraiment de beaux jours. Et on veut que ça puisse profiter aux Africaines. On a beaucoup de jeunes femmes donc, qui ont des marques aujourd'hui de cosmétiques qu'elles fabriquent elles-mêmes. Mais ce que je constate personnellement, après, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans des généralités, c'est un constat, et on en discute, c'est que très souvent, on te dit ce sont des produits, on fait des produits clarifiants. Mais c'est le nouveau nom pour dire éclaircissant. Ah ben non. Moi, c'est ce que je constate. On te dit ce produit, il est clarifiant, et puis tu l'utilises, il éclaircit. C'est-à-dire qu'on te dit ça pour ne pas que ça choque, parce qu'on sait que éclaircissant, c'est un peu plus fort comme mot. Donc on dit clarifiant pour dire éclaircissant. On a des gammes maintenant, on classe les gens par leur teint, gamme noire, gamme marron, gamme claire, métisse, white plus. Enfin, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, je suis de la génération Nocha. Tu peux le constater. Parce que tu ne te dépigmentes pas la peau. Mais pas du tout. Mais est-ce que toi, tu penses que justement, qu'est-ce que tu penses du fait que certaines filles ne se dépigmentent pas? Elles sont claires de nature, souvent métisses, et elles vendent des produits éclaircissants. Qu'est-ce que toi, tu en penses? C'est leur choix. Je pense que c'est une éducation. Quand tu grandis, quand tu dis que tu es belle comme tu es, tu t'acceptes, tu t'aimes comme tu es. Quand tu es dans une société ou dans un milieu où il faut être clair pour être belle, tu cours vers le teint clair. Heureusement, ce n'est pas mon cas. Et il faut dire aussi que sur le marché, comme tu le disais tout à l'heure, tu ne vas pas trouver beaucoup de produits pour les peaux noires, pour les peaux marron. C'est presque que des produits pour être clair. Finalement, la personne, elle ne fait que voir ça et elle va vers ça. Quand tu vas parler de produits, les vendeuses de produits que je connais vont te dire, quand tu fais des produits pour les filles marron, pour les filles claires, ça ne marche pas. Pardon, pour les filles marron, pour les filles noires. Ça ne marche pas. Elles ne payent pas nos produits. Donc, c'est les filles qui veulent éclaircir, finalement, qui payent les produits. Si on a envie que ça s'arrête, faut avoir beaucoup plus de sensibilisation sur la beauté elle-même. Faut qu'on apprenne aux jeunes filles à être belles comme elles sont. Mais aujourd'hui, on dit que pour avoir un mari, il faut être clair. Moi, on m'a jamais dit ça, j'ai jamais entendu ça. Les hommes eux-mêmes disent qu'ils préfèrent des femmes claires. Il y a eu un débat comme ça sur NCI. J'ai déjà par contre entendu que les femmes claires, pas de chance. Bref, si tu n'as pas de chance, oui, effectivement, ce sont des absurdités. Tu n'as pas de chance. Ce que j'ai vu, j'ai vu un petit bout passer sur les réseaux d'un monsieur qui disait je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris ce jour-là, et qui disait effectivement que les femmes claires portent chance. C'est à lui de nous le prouver. Toi qui es, je ne sais pas, parce que maintenant on classe les teints, tu es de teint marron, c'est ça? Un peu comme toi, non? De teint marron. Donc, est-ce que tu as déjà ressenti, on va dire, ce complexe-là vis-à-vis des femmes claires? Jamais. Mon plus beau atout, c'est mon teint. Mes sœurs sont claires. On est bêtés, vous savez que les bêtés sont claires. Mes sœurs sont claires. Bien claires, limite métisses. Et moi, je suis marron. Et je leur dis toujours que j'ai le plus beau teint de la famille. Et je le pense vraiment. Je ne dis pas ça pour narguer, je le pense vraiment. C'est beau, quand je m'habille, c'est joli. Quand je regarde ma couleur dans le miroir, j'adore la couleur de peau que j'ai. C'est clair que j'ai pu avoir quelques difficultés pour trouver des produits adaptés à ma peau. C'est ce que tu disais tout à l'heure, parce que tout ce qu'on trouve sur le marché, c'est des produits pour femmes claires ou pour s'éclaircir la peau. J'ai pu avoir quelques difficultés. Mais heureusement que je suis esthéticienne et aujourd'hui, j'ai trouvé le combo parfait pour pouvoir entretenir ma peau et puis garder mon éclat naturel. Et donc, tu n'as, on va dire, zéro complexe. Et tu ne juges pas non plus celles qui le font. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tant que tu as une bonne santé et que ta santé peut supporter le fait que tu te dépigmentes, c'est ta vie. D'accord. Et pour celles qui font ces produits, parce que c'est quoi, toi, ton avis? Je juge mes collègues. Non, je ne demande pas de juger, mais je veux savoir, qu'est-ce que toi, tu penses de cela? Parce que, d'accord, tu ne juges pas
celles qui s'éclaircissent la peau, mais parce que celles qui fabriquent les produits, elles font partie finalement, parce qu'on aura beau éduquer les jeunes filles à s'aimer telles qu'elles sont. Je dis les jeunes filles, mais il y a des hommes qui se dépigmentent la peau. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Très bizarre d'ailleurs, mais bon. Donc, même si on éduque les jeunes filles, tant que ces filles-là aussi continueront de faire la propagande de leurs produits, et comme je dis, certaines qui, personnellement, moi, je trouve ça peut-être un peu hypocrite. Je ne vais pas trop aller fort dans le jugement, mais je dirais que c'est un tout petit peu hypocrite quand même d'être métisse ou claire et de vendre des produits éclaircissants. C'est-à-dire que toi, tu gardes ton teint, tu préserves ta santé, parce qu'il faut qu'on le dise. Les produits éclaircissants, on aura beau dire ce qu'on veut. Dès l'instant où tu détruis ton épiderme, ta barrière cutanée, tu retires les pigments de ta peau, tu es en train de fragiliser ta peau. Donc, ça a forcément des dangers. Tu vas peut-être pas en mourir, mais peut-être que si tu as certaines pathologies, le traitement sera difficile. Ça va déshydrater ta peau, ça va accélérer le vieillissement cutané. Exactement. Et finalement, tu as, je dis n'importe quoi, 20 ans. Et tu as la tranche d'une fille qui a 35 ans. Et ça, on voit beaucoup. Hein. Oui. C'est vraiment l'aspect de la dépigmentation que je déteste. Tu vois des jeunes filles, mais tu sais qu'elle est jeune. Mais en apparence, elle a 20 ans de plus. Mais comme je le disais, malheureusement, il n'y a pas de communication dessus. C'est pour ça que je parle d'hypocrisie. Tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'on prend des produits éclaircissants et on les labelle comme étant clarifiants. Moi, je le dis parce que moi, j'en ai été victime. Donc, ça remonte, il y a plus de 10 ans maintenant. Mais donc, on m'a donné des produits pour, soi-disant, nettoyer ma peau, clarifier ma peau. J'étais plus jeune, je ne connaissais vraiment pas. Et donc, moi, j'achète la gamme parce que je suis contente. Je connais des grandes sœurs qui achètent ça. Et je pars avec ça. Et donc, je commence à utiliser. Malheureusement, c'était en pleine période d'hiver. Donc, moi, je commence à éclaircir et je me dis, ah, mais c'est le froid. Puisque de base, bon, il y a un peu de métissage dans le sang. Donc, je me dis, bon, c'est l'hiver, de toute façon, je suis en train... Parce que moi, ma peau réagit vite. Quand il fait froid, je éclaircis. Quand il fait chaud, je noircis vite. Donc, pour moi, c'est l'hiver. Et puis, à un moment... Je dis non, là, je deviens plus métisse que ma mère. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est elle qui m'a donné donc, je ne peux pas être... c'est bizarre. Donc, je l'appelle. Elle me dit, écoute, si tu as l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas avec les produits, arrête. Et là, donc, j'arrête. Mais mon Dieu, c'était un cauchemar quand j'ai arrêté. Oui. Effectivement, c'était des produits éclaircissants. Et c'est comme ça que j'ai découvert que, plus que ça, non seulement je commence à avoir des boutons, mais j'ai noirci. C'est-à-dire que mon grand-père, père son âme, aurait vu qu'il aurait dit, ça, c'est pas ma petite fille. C'est-à-dire que j'ai complètement noirci. Je suis vraiment devenue pratiquement noire de peau. Et en fait, les produits éclaircissants, ce que beaucoup ne savent pas, et ce qui fait que beaucoup, c'est finalement une drogue. Parce que lorsque ces filles-là arrêtent, tu deviens plus foncé que tu ne l'étais au départ. Et c'est pas que tu deviens juste noir, tu deviens terne en réalité. Parce que tu as abîmé ta peau. Parce que on peut être noir et avoir un beau teint qui brille, mais le teint devient terne. Et j'ai fait une dépression pendant des mois, parce que je ne me reconnaissais plus devant le miroir. Oula. Et donc, forcément, ce truc-là de reprendre et de remettre, parce que tu veux parce que finalement, je me dis, mais moi, de base, je suis claire, moi. Donc, c'est pas que je veux ce teint clair, mais c'est ce avec quoi j'ai grandi, c'est mon identité. Oui, c'est ma teinte. Donc, et ça plonge beaucoup dans des travers. Finalement, elle va retourner vers d'autres produits éclaircissants. Exactement. Jusqu'à ne plus jamais retrouver sa véritable teinte. Et heureusement que moi, j'avais ce courage-là de me dire, même si je suis... Parce que j'étais vraiment en dépression, parce que j'étais très jeune aussi. En plus, loin de ma famille. Ouais. Et donc, avec le temps, peu à peu, j'ai commencé à retrouver ma teinte. Mais en réalité, j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas vraiment sa teinte, à moins d'avoir de très bons produits derrière pour nettoyer la peau. Mais moi, j'ai traîné, c'est-à-dire qu'après, le teint revient, mais on a comme des micro-pigments qui ne se voient pas vraiment tant qu'on ne fait pas attention, et qui forment comme une couche sur la peau. C'est subtil, hein, mais ça fait que le teint est terne. Ouais. Et il y a un de mes amis qui m'a dit ça un jour, et ça m'a choquée. C'était vraiment 8 ans plus tard. Il me dit, toi, t'es clair, mais ton teint, il ne brille pas. Oula. Ça m'a un peu frustrée. Je me suis dit, mais... Et ça fait que ce truc-là, je l'ai regretté pendant des années. Et moi, je me suis sentie piégée, en fait. Parce qu'on ne m'a pas dit que c'était éclaircissant. On m'a vendu ça comme des produits clarifiants qui allaient illuminer mon teint. Et c'était tout le contraire. Mais c'était des produits dépigmentants. Et là où je te parle aujourd'hui, je peux encore sentir les effets. Ça fait 10 ans.
Mais je peux voir que même au niveau de mes mains, comme tu dis, ça vieillit la peau. Pourtant, je ne l'ai même pas utilisé 1 an. Hein. Donc, imaginons Je veux dire que cet épisode n'est pas fait pour spécialement sensibiliser sur la dépigmentation. Mais je trouve que puisque tu es là, c'est un bon moment pour en parler. Normalement, on devait être 3, comme tu le sais, avec une autre jeune dame donc, de Beauty Lab qui est, elle, qui a fait des formations, des études, même je crois, dans le domaine de la peau. Donc, il s'y connaît vraiment. Donc, c'est plus avec elle qu'on allait ouvrir même ce débat-là, parce que c'est important aujourd'hui d'en parler, des jeunes filles qui veulent être claires à tout prix, parce qu'elles estiment qu'il faut être clair pour avoir les hommes les plus riches. Il faut être clair pour avoir certains postes. Il faut être clair. Tu passes à gauche, si c'est pas avoir des grosses fesses, c'est être clair. Franchement, on est fatigué. Non, mais franchement, on est fatigué. C'est-à-dire qu'on peut pas se reposer. Sur le poids de la société. Nous autres, on fait comment? Bon, moi encore, je vais dire, je suis un peu claire, ça va. Même pour les fesses, là, ça, je peux rien faire pour ça. Tu vas faire des squats? Je dois commencer le sport même. Mais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans cette pression constante de la société et aussi des hommes, il faut se dire la vérité. Beaucoup de femmes disent non, on ne fait pas ça pour les hommes. C'est vrai qu'en général, ce n'est pas tout qu'on fait pour les hommes. Mais les hommes jouent quand même un certain rôle là-dedans, un petit rôle. Moi, je ne pense pas qu'on fasse tout pour les hommes. Je suis pas Moi, je sais qu'on fait pas. La seule chose qu'on fait pour les hommes, c'est de porter une belle lingerie. Mais sinon, en vrai, le physique de la femme, c'est plus pour elle et pour les autres femmes. Là, tout de suite, avant de commencer, tu voulais que tes cheveux soient bien, tu voulais qu'on te dise. Est-ce que c'était parce que des hommes allaient regarder l'émission? Absolument pas. C'était pour toi-même. Je voulais être bien pour moi-même. Tu veux être bien. Quand tu vas regarder la vidéo, tu veux être dans une bonne posture. Tu veux être belle pour toi-même. Ça peut être biaisé par la société, donc par les normes de la société. Tu vas entendre tout le temps que pour être belle, il faut avoir des fesses. Pour être belle, il faut être clair. Et à un moment, ça peut te rester à la tête. Et tu vas être dans une quête perpétuelle d'être dans le standard de beauté de l'environnement où tu es. Mais est-ce qu'en vérité, c'est ce que tu veux, toi-même? C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne font plus ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ce qu'ils ont envie eux-mêmes d'être au fond d'eux. Ils veulent être ce que la société attend d'eux qu'ils soient. Et que ce soit pour des hommes ou pour les femmes, parce que contrairement à ce que les hommes pensent, beaucoup des choses que nous, les femmes, on fait, c'est très souvent pour le regard des autres femmes. Ouais. On veut être la plus belle dans notre groupe d'amis. On veut être la plus belle quand on rentre quelque part. Ouais. Peu importe si les hommes nous regardent ou pas, on veut être la plus belle. La plus belle. Donc, c'est notre confiance en nous-mêmes. En tant qu'entrepreneur, vous cherchez de l'argent. Donc, même si toi, aujourd'hui, tu ne te dépigmentes pas, mais par exemple, tu faisais des injections pour claircir, est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité là-dedans? C'est-à-dire que l'argent à tout prix. Écoute, nous, on cherche l'argent. S'il y a l'argent là-bas, moi, j'y vais. Après, derrière, si la cliente n'est pas consciente de ce qu'elle-même veut pour sa santé ou pas, ça, moi, c'est pas mon problème. Moi, je ne cherche pas l'argent à tout prix. Quand tu es venu à l'Institut pour faire tes sourcils, on t'a donné une fiche que tu as remplie. Bien sûr. On t'a posé des questions, ton état de santé et tout. Et si on a fait tes sourcils, c'est bien parce que tu répondais à nos critères. Je ne prends pas de cliente qui ne répond pas à mes critères. J'ai moi aussi une santé fragile et je ne veux pas nuire à la santé des autres. Donc, je m'efforce. Là, il n'y a personne pour témoigner, mais il y a au moins peut-être 100 clientes qui sont réparties de mon institut, qui allaient me donner de l'argent. Elles viennent à 2, à 3, elles vont payer quoi? En moyenne 100 000, ou 110 000 ou 120 000. Et je refuse de faire leurs prestations. Parce qu'elles ne sont pas en bonne santé. Pour moi, c'est le plus important. Je ne cherche pas l'argent à tout prix. Dieu m'a donné mon talent. Je sais que peu importe, j'aurai ce que je dois avoir dans ma vie. Je ne vais pas mettre la santé des gens à rude de preuve juste pour avoir de l'argent aujourd'hui. Non. Finalement, je vais gâter mon propre business et puis j'ai ma conscience à moi. Est-ce que je vais m'endormir tranquillement sachant que j'ai rendu quelqu'un malade? Je ne pense pas. Je ne porte même pas, même quand on tue une mouche. Donc, je ne pourrais pas être responsable de la mauvaise santé d'une autre personne. Je vois. Et donc là, on arrive à la fin et donc, comme on a vu, c'est vraiment un secteur qui est assez complexe, assez délicat, mais où il y a quand même de la valeur. Il y a de la valeur, il y a des choses à faire, il y a des choses à innover, il y a beaucoup de choses à faire.
Est-ce que toi, tu penses que l'État devrait davantage se pencher là-dessus? Parce que je sais que, par exemple, la ministre le ministère de la Culture, c'est un peu ça, leur fiche de poste en griffe. C'est-à-dire qu'ils s'occupent des artistes, mais dans la culture, il y a la beauté, il y a la mode. Qui dit mode dit forcément beauté. Donc, je sais qu'ils accompagnent souvent soit des festivals, des trucs comme ça, je le sais, parce que ma sœur travaille souvent avec le ministère de la Culture dans ce sens-là. Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'ils se penchent aussi dans ce secteur-là, dans le secteur de la beauté, ou bien est-ce que tu penses que, comme on dit souvent, quand l'État met trop ses yeux quelque part, là, non, les gens commencent à perdre? Oui, quand ils mettent trop les yeux, c'est clair qu'on commence à perdre, mais c'est bien aussi. Ça pourra nous faciliter des prêts. On pourra avoir un accompagnement. On en a besoin. Par exemple, pour pouvoir faire de grandes usines de cosmétiques, pour que les produits qu'on utilise viennent de nous, soient produits par nous. Et ça va booster encore l'économie ivoirienne. Donc, je pense qu'ils devraient vraiment regarder vers nous. D'accord. Mais écoute, je pense que c'est une bonne façon de conclure les choses. Donc, si Madame la ministre de la Culture nous regarde, si tous les acteurs même du secteur de la beauté nous regardent, ce serait bien qu'on se penche de ce côté-là, parce qu'il y a de l'argent à se faire. Mais il y a aussi, quand on dit qu'il y a de l'argent à se faire, c'est de dire que développer le milieu. Développer même le milieu, c'est l'économie qui va bouger. C'est aussi beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas un parcours forcément classique, mais qui ont des dons, qui ont des talents, qui pourront mettre ça en exergue, qui pourront se servir de ces talents, de ces dons-là que Dieu leur a donnés et se construire une vie avec ça. Donc une vie plus décente, plus respectueuse d'elle-même et finalement de notre pays. Parce que quoi qu'on dise, même si on vend une boîte d'allumettes à notre petite échelle, c'est l'économie qui bouge. Parce qu'ensuite, on le réinvestit dans l'économie africaine. Et ça me fait penser aussi, on va conclure avec ça, généralement, comme tu as dit, il faut soutenir les marques africaines. Moi, je veux bien qu'on soutienne les marques africaines. Je suis la première à le faire. Mais généralement, on soutient des marques africaines. Donc, on va avoir des cosmétiques africaines. On va acheter ces cosmétiques-là, nous, avec notre argent, notre salaire, etc. On va acheter. Et quand ces marques-là vont commencer à grossir, et ces dames, ces jeunes hommes derrière vont commencer à avoir les revenus suffisants, et que le niveau de vie va augmenter, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le prendre, ils vont faire sortir cet argent-là de l'économie africaine en achetant Gucci, Louis Vuitton, etc. Donc, nous autres, qui avons la conscience de l'économie africaine, on prend notre argent et on décide d'investir dans l'économie africaine. Mais une fois que ces gens-là qu'on essaie de pousser comme porte-flambeau atteignent les hautes sphères, ils prennent cet argent des Africains, durement acquis, et eux, ils l'investissent en Occident pour acheter des marques de luxe. On ne peut pas empêcher une personne qui a eu son argent de s'offrir des choses qu'elle aime. D'accord. Donc, c'est clair que tu pourras t'offrir Gucci, blablabla. Mais finalement, en Côte d'Ivoire, il y a aussi des marques ivoiriennes qui sont en pleine éclosion également. Il y a la marque Aliwax, il y a Tos by Tos. Il y a 2 sacs Aliwax. Ah bah, voilà. Donc, n'importe quelle femme ivoirienne ou quel homme ivoirien qui va avoir de l'argent demain va acheter des marques ivoiriennes. Parce que ce ne sera pas seulement lui qui aura de l'argent, qui va monter en notoriété. Il y aura aussi les autres entreprises ivoiriennes qui vont monter en notoriété. Et au final, on sera tous fiers de faire des échanges entre nous. Donc, je pense qu'on a beaucoup à gagner. Donc, faut qu'on appelle aussi à la conscience collective parce que... Oui, consommer ivoirien, comme Bézi l'avait dit. C'est ça, consommer ivoirien, parce que souvent, ça décourage un peu. Moi, j'avoue que souvent, ça me décourage. Mais après, quand c'est une volonté personnelle que tu as, bon, tu continues, tu n'as pas le choix. Mais pour les plus jeunes qui regardent, ça peut les freiner. Ils peuvent se dire que finalement, ce qui est bien, c'est... Voilà, c'est Gucci, c'est Louis Vuitton, c'est pas forcément Aliwax. Donc, nous autres, on pousse. Mais quand ceux-mêmes qui sont à la tête, donc on voit le plus, donc les super grands influenceurs ne font pas la promotion de ces petites marques-là, mais du lundi au lundi, c'est des marques de luxe occidentales, ça peut être compliqué. Oui, ça peut être très compliqué, je l'avoue. Consommer ivoirien, tu peux redire ça dans la caméra, s'il te plaît? Consommer ivoirien. Consommons ivoirien.
Donc, je pense que c'est une belle façon de conclure. Moi, franchement, j'étais ravie de t'avoir aujourd'hui. Ce fut un plaisir partagé. Pour parler de ce genre de sujets qui, pour moi, sont très importants. Parce que voilà, les femmes, on passe tout le temps dans ce genre d'instituts. Donc, savoir que derrière ces instituts, il y a des femmes ivoiriennes, africaines, qui travaillent dur et qui gagnent leur argent honnêtement, avec détermination, avec courage. J'imagine que c'est pas facile. Pas du tout. Mais donc, c'est des choses à encourager. C'est des femmes à encourager. Et on est tous gagnants, en fait. Nous, on est plus belles. Et puis, la Côte d'Ivoire a plus d'argent. Effectivement. Donc, en tout cas, merci encore, Charlotte. Merci à toi aussi. Je te souhaite un bon parcours pour la suite. On va peut-être se revoir parce que ça fait bientôt 1 an que je n'ai pas touché les sourcils. Que Dieu, franchement, bénisse tes activités. Amen. Les tiennes également. Et puis, je prie qu'on continue tous ensemble de nous sensibiliser les uns les autres sur les dangers de certaines pratiques pour notre peau, mais surtout pour ce qu'on laisse, en fait, comme héritage, finalement, à nos enfants, à nos petites sœurs, parce que la peau, c'est important. Il faut être belle, mais pas à n'importe quel prix.